Quelque part, dans la chaleur humide de juin 1944, au milieu du Pacifique, sur une crête anonyme entourée de jungle, le soldat Harold Mercer sentit le sol trembler sous ses bottes. L'air était lourd de boue, de sueur, de diesel et d'autres choses. Quelque chose en attente. Il était accroupi près d'une tranchée peu profonde, la crosse de son M1 garant sur sa cuisse. Il était vide. Il avait tiré sa dernière balle, il y a 2 minutes, peut-être 3. Pas le temps de recharger, et personne à proximité pour lui lancer un chargeur. Il ne restait qu'un couteau de cuisine. Le couteau qu'il avait utilisé la veille au soir pour ouvrir des boîtes de conserve de bœuf. Le couteau qui avait haché des oignons pour la cantine tous les jours depuis le début de l'invasion. Il était émoussé, graisseux et n'avait jamais été conçu pour le combat. Mais cette nuit-là, c'était la seule chose qui se tenait entre lui et le cri de centaines de soldats, ennemis chargeant dans l'obscurité. Il pouvait maintenant les entendre de plus près, leurs chants gutturaux, le martèlement de leurs bottes et le cri frénétique. « Tenoaika Banzé !» Encore et encore. On avait dit à chaque homme du peloton ce qui se passerait si la ligne cédait. Les Japonais viendraient vite, hurlant, baïonnettes levées. Ils ne feraient pas de prisonniers, et ils ne s'arrêteraient pas. Mais aucun d'eux, ni les fusiliers, ni les artilleurs, ni le soldat Mercer, ne s'attendait à ce que l'homme qui les arrêterait soit un cuisinier non entraîné avec rien de plus qu'un couteau de cuisine. Pas en les repoussant, pas en se cachant, mais en faisant quelque chose que personne n'avait jamais essayé auparavant. C'est l'histoire inédite de la façon dont un cuisinier de cantine est devenu le seul obstacle entre sa compagnie et l'anéantissement complet par une charge banzée à part entière. Et tout a commencé avec un couteau de cuisine. Harold Mercer ne s'est jamais vu comme un soldat. Il n'en avait pas la carrure, ne parlait pas comme tel et ne s'était certainement pas enrôlé pour tirer avec une arme. Il a grandi dans une petite ville près de Dayton, dans l'Ohio, où les gens laissaient leurs portes ouvertes et où les dîners du dimanche étaient sacrés. Son père possédait un restaurant sur la rue principale. Rien d'extraordinaire, mais le café était fort et les tartes étaient faites maison. Hal, comme tout le monde l'appelait, était le silencieux derrière le comptoir. Toujours avec un tablier, s'assurant toujours que les gens obtenaient leurs œufs exactement comme il les aimait. Quand la guerre est arrivée, il n'a pas hésité. Il n'a pas demandé un rôle de combat, n'a pas non plus essayé d'éviter le service. Il a simplement fait ce que des millions de jeunes Américains ont fait. Il a levé la main droite et a juré de servir. L'armée a examiné son parcours et a estimé qu'il serait plus utile de nourrir les troupes que de se battre avec elles. Ils lui ont donc donné une gamelle, une pile de manuels du quartier-maître et le titre de cuisinier de 2e classe. Il a été affecté à une compagnie de fusiliers, mais sa principale tâche était de nourrir les hommes. Des œufs le matin, du ragoût le soir et du café aussi souvent qu'il le pouvait. C'était la guerre de Hal, du moins au début. Les autres gars l'aimaient bien. C'était le genre de personne qui écoutait plus qu'il ne parlait, le genre qui vous donnait toujours une portion supplémentaire sans qu'on le lui demande. Il ne se plaignait pas lorsque la chaleur faisait cailler le lait en poudre ou lorsque les rats rongeaient les sacs de farine. Il trouvait simplement un moyen de contourner le problème. C'était Hal, débrouillard, stable, silencieux. Certaines des nouvelles recrues le taquinaient. « Mercer, tu comptes jeter de la soupe chaude sur l'ennemi ?» Il riait, à se contenter de sourire et de dire « si elle est assez chaude ». Mais derrière ce sourire facile, il y avait un homme qui comprenait ce qui allait arriver. Il lisait les mêmes rapports. Il entendait les mêmes histoires. Et bien que personne ne l'ait jamais dit à voix haute, il savait ce que son travail signifiait vraiment. Si les balles venaient à manquer, si la ligne cédait, il serait le premier à mourir. Les cuisiniers n'avaient pas d'armes de poing. Ils n'avaient pas de trous de renard à eux. Ils n'étaient pas entraînés au combat. Mais Hal n'a jamais demandé plus. Il avait appris très tôt qu'à la guerre, tout comme dans une cuisine, on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'il avait était suffisant. Du moins, c'est ce qu'il se disait, jusqu'à la nuit où ses croyances seraient mises à l'épreuve de la manière la plus impensable. Il y avait un mot qui faisait se figer tous les hommes du Pacifique. Banzé. Pour les généraux au pays, cela ressemblait à un autre terme étranger, un cri étrange de l'ennemi. Mais pour les hommes sur le terrain, ceux qui l'entendaient réellement dans le noir, cela signifiait tout autre chose. Cela signifiait que la mort arrivait. Une charge banzée n'était pas une tactique. C'était une vague suicidaire. Un cri suivi d'une débandade. Des hommes courant droit sur vous avec les baïonnettes au canon et les yeux flamboyants, non pas parce qu'ils s'attendaient à gagner, mais parce qu'ils refusaient de perdre. Les Japonais l'appelaient Gyokusei, ce qui signifie « mort honorable ». Les Américains l'appelaient ce que c'était, un cauchemar. Hal en a entendu parler pour la première fois par les blessés qui revenaient de Tarawa. Il leur manquait des doigts, des oreilles, des morceaux d'eux-mêmes.
Ils parlaient à voix basse. Ils ne s'arrêtent pas, a dit à Marine. Même quand on leur tire dessus, ils rampent vers l'avant. Ils ont des lames entre les dents. Un autre soldat de la 2e division avait regardé droit devant lui, en disant « Ils sont venus en hurlant comme des démons. » J'ai vidé un chargeur complet sur le premier. Il a continué à avancer. La plupart des hommes pensaient que c'était de l'exagération, des histoires de guerre, jusqu'à l'île suivante et la charge suivante et la pile suivante de corps mutilés qui prouvèrent que ce n'était pas le cas. Al a essayé de ne pas trop y penser. Il s'est concentré sur son travail, mélangeant des œufs en poudre, faisant bouillir du riz, maintenant le moral haut. Mais il connaissait les probabilités. Il n'était pas sur un navire de ravitaillement ou dans une tente de quartier général. Il était stationné avec une unité de fusiliers de première ligne, et si une charge banzée leur arrivait dessus, il serait en plein milieu. Il ne se faisait aucune illusion. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas d'affrontement héroïque. Si l'ennemi perçait le périmètre extérieur, si les mitrailleuses se bloquaient, si les mortiers manquaient leur cible, alors elle aurait environ 15 secondes avant qu'une baïonnette ne le trouve. Il y a quelque chose de terrifiant à connaître son rôle dans un massacre avant qu'il ne commence. Et c'est ce que la charge banzée était conçue pour faire. Non seulement tuer, mais terrifier. C'était de la guerre psychologique enveloppée d'acier et de sang. Et chaque jour qui passait sur cette île de la jungle, elle sentait quelque chose monter, comme l'air avant un orage. Calme, lourd, électrique. Il ne savait pas quand la charge viendrait, mais au fond de lui, il savait qu'elle arrivait. Peur, doute et la résolution tranquille d'un cuisinier. Le pire n'était pas l'attente. C'était le murmure. Ces pensées silencieuses qui venaient la nuit lorsque la jungle se taisait et qu'il n'y avait rien pour les noyer. Al Mercer n'en parlait pas, même pas aux hommes qu'il servait 3 repas par jour. Mais la peur était là. Elle se cachait derrière ses yeux, juste sous la surface, enroulée comme un ressort. Il avait un fusil, oui, mais à peine l'entraînement pour l'utiliser. Il n'avait pas de trou de renard à lui, juste un abri de toile à côté de la zone de messe. Il ne portait pas de grenade, ne portait pas de ceinture de munitions supplémentaires, n'avait même pas de casque qui lui allait bien. L'armée lui avait donné un tablier et une spatule, et lui avait dit de nourrir les gars. Certaines nuits, elle se demandait quel était le but, pas de la guerre. Il croyait en la cause. Mais son rôle dedans, était-il juste le gars qui servait du ragoût jusqu'à ce que quelqu'un d'autre gagne le combat, ou pire, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre échoue et que tout s'effondre? Il y avait une rumeur qui circulait selon laquelle les soldats japonais aimaient cibler les médecins et les cuisiniers en premier, qui les voyaient comme des points faibles, des victimes faciles destinées à saper le moral. Personne ne l'a jamais confirmé, mais elle avait vu assez de corps dans des postes de secours de fortune pour croire que cela pourrait être vrai. Il se souvenait d'une nuit, des semaines plus tôt, où un jeune remplaçant l'avait regardé fixement à travers la lueur du feu et lui avait demandé « Al, qu'est-ce que tu fais s'ils nous attaquent? Je veux dire, vraiment s'ils viennent ?» Al avait souri, mais seulement avec sa bouche. « Je suppose que je fais ce que je peux », avait-il dit. Puis il était retourné remuer les haricots. Mais à l'intérieur, il savait que la réponse n'était pas si simple. Il y avait une partie de lui, petite mais stable, qui refusait de fuir. Peut-être que cela venait de son père, qui avait travaillé au même grill de restaurant pendant la dépression sans jamais manquer un service. Peut-être que cela venait de l'obstination du sang du Midwest. Ou peut-être que cela venait du fait d'avoir vu trop de jeunes hommes revenir de patrouille, boitant, saignant, et le remerciant encore pour un café chaud et quelque chose qui avait le goût de la maison. Elle savait qu'il n'était pas un héros, mais il savait aussi ceci. Si le combat venait un jour à lui, il ne se figerait pas. Il ne pouvait pas se le permettre. Pas avec des vies dépendant de chaque homme tenant sa position, même ceux qui ne portaient ni galon ni médaille. Parce que lorsque l'ennemi charge, il ne vérifie pas votre grade. Il ne se soucie pas de savoir si vous êtes de l'infanterie, de l'artillerie ou juste le cuisinier. Il vient pour vous de la même manière. C'était le genre de choses que personne n'a remarqué parce que personne n'avait le temps de le remarquer. Ils avaient passé l'après-midi à décharger des provisions d'un camion de débarquement rouillé, des caisses de rations, des bidons d'eau, des bandes de munitions de calibre .30 et une lourde caisse en bois marquée au pochoir noir délavé. .50 cal, vivant, manipulé avec soin. La caisse était trop grande pour un homme, trop maladroite pour 2. Elle avait sauté pour aider, soulevant son côté pendant que 2 fusiliers tiraient de l'autre. La boue était jusqu'aux genoux, et chaque mouvement était un effort. Au moment où ils ont traîné la caisse sur la pente vers la ligne de tranchée principale, les 3 hommes étaient couverts de sueur et de crasse. C'est alors que l'obus a atterri. Pas directement, pas assez près pour blesser, mais assez près pour faire trembler le sol et les déséquilibrer. La caisse a basculé sur le côté, heurtant durement le bord d'un fossé de drainage.
Un des hommes a juré, s'est secoué la cheville, l'a ignoré. Les autres ont ramassé leur équipement et ont continué à avancer. Al est resté un instant de plus. La caisse de munitions s'était coincée en biais, enfoncée dans la paroi boueuse avec un côté fissuré juste assez pour révéler un enchevêtrement de douille en laiton et de cartouches liées. Près du coin où le bois s'était fendu, Al a repéré quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Là, à peine exposé dans la boue, se trouvait la pointe d'un fusible à pression. En métal, terne, mais indubitablement réel. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il en savait assez pour être prudent. Un ingénieur de combat lui avait dit un jour que si une caisse comme celle-là était mal touchée, la réaction en chaîne pouvait la transformer en une bombe à fragmentation. Al a hésité. Devrait-il le signaler, le marquer, le déplacer? Mais quelqu'un l'a appelé. La rotation du dîner était en retard et l'urgence du moment a balayé la pensée. Il a pris une note mentale. Il s'en occuperait plus tard. Après la bouffe, après le changement de garde, après la charge, s'il y en avait une. En temps de guerre, un homme apprend à prioriser. Al avait du ragoût à remuer, du café à faire bouillir, du pain à rationner. Il n'y avait pas le temps de s'inquiéter d'une boîte de balles coincée. C'était juste un danger de plus dans un monde déjà plein de dangers. Et pourtant, en s'éloignant, il a jeté un dernier regard en arrière. La caisse était là, silencieuse et à moitié enterrée, à peine visible sous la pourriture de la jungle et les feuilles mortes, oubliée de tous les autres. Mais pas de Al. La jungle ne s'était pas sans raison. C'est ce qu'un des anciens a dit autour du feu. Il avait combattu à Bougainville et prétendait pouvoir sentir une embuscade à la façon dont les oiseaux cessaient de chanter. Cette nuit-là, la jungle était silencieuse. Pas de grenouilles, pas d'insectes bourdonnants, pas de bruissement de vent dans les frondes des palmiers. Juste l'immobilité, lourde et anormale. Le genre qui faisait que les hommes serraient les sangles de leur casque sans savoir pourquoi. Al le sentait aussi. Cela s'est installé sur le camp comme un brouillard, s'accrochant à la peau, étouffant tous les sons. Le bavardage habituel avant l'extinction des feux avait disparu. Les hommes étaient assis avec leurs fusils sur les genoux, vérifiant les chambres pour la 3e ou la 4e fois. Les gourdes étaient remplies, les bottes relacées. Personne ne l'a dit à voix haute, mais ils savaient tous que quelque chose allait arriver. Al n'a pas cuisiné cette nuit-là. Pas vraiment. Il n'y avait pas de ragoût, pas de café chaud, pas de blagues chaleureuses sur les œufs en poudre. Il a distribué des rations froides, des haricots en conserve et des craquelins secs. L'ambiance ne permettait pas plus. Mais il se déplaçait différemment. Il gardait un œil sur la lisière des arbres, une oreille sur la crête lointaine. Il est resté près de la caisse de munitions coincée, faisant semblant de réorganiser le matériel de ravitaillement. Mais en réalité, il écoutait. Et il n'était pas le seul. Un lieutenant est passé, chuchotant avec le sergent. Il discutait de déplacer la ligne vers l'est, au cas où. Un jeune soldat nettoyait sa baïonnette avec des doigts tremblants, chuchotant des prières qu'Al ne pouvait pas entendre. Quelqu'un plus bas dans la tranchée pleurait doucement. Il ne le cachait pas. Personne ne le jugeait parce qu'ils pensaient tous la même chose. Ce soir pourrait être la nuit. Al s'est accroupi près de son abri, un couteau à la main. Non pas pour cuisiner, mais pour sentir quelque chose de familier. Le manche était usé et lisse, façonné par des années d'utilisation. Il tenait mieux dans sa main que n'importe quel fusil. Et pendant un instant, son esprit a dérivé, non pas vers la peur, mais vers le souvenir. Il a revu son père, debout derrière le grill du restaurant, retournant des pommes de terre rissolées sans se soucier du monde. Fait simple, Al avait-il l'habitude de dire. Quand les choses deviennent folles, fais la prochaine bonne chose, une chose à la fois. Alors elle était assise là, à côté d'une boîte de munitions cassée et d'une marmite de haricots rouillés, essayant de respirer, une chose à la fois. Quoi qu'il arrive, il ne fuirait pas, il ne paniquerait pas, il ferait la prochaine bonne chose. Ça a commencé par un son, bas au début, presque comme un tonnerre roulant loin en mer. Puis sont venus les chants, Tenoaika Banzé, encore, plus fort, plus près, une vague de voix sauvages et aiguës s'écrasant à travers l'immobilité comme un tambour de guerre battant contre la terre. Puis les fusées éclairantes sont montées, des traînées blanches tranchant le ciel de la jungle, projetant tout dans une lumière fantomatique. Et pendant une fraction de seconde, l'obscurité a cédé la place. Al les a vus. Des centaines, peut-être plus, de silhouettes sortant de la lisière des arbres, chargeant, criant, certaines torse nues, certaines brandissant des sabres ou des drapeaux, tout hurlant le même mot comme s'ils pouvaient plier la réalité. Banzé, Banzé. La première mitrailleuse a ouvert le feu, puis la deuxième. Les traceurs ont filé à travers la crête comme des flèches enflammées. Les éclairs de bouche ont clignoté le long du périmètre.
Le rugissement était assourdissant. Tir, cris, acier sur acier. Des hommes ont crié pour des munitions. D'autres ont crié Dieu. Hal s'est accroupi plus bas, le cœur battant si fort qu'il pouvait à peine entendre sa propre respiration. Il a attrapé son fusil à main, l'a vérifié au toucher. Quelques cartouches, pas assez. Puis il a réalisé qu'ils arrivaient par le flanc gauche. Ce côté était peu défendu. 1 ou 2 fusiliers, peut-être une équipe de BAR. Il avait été négligé lors de l'installation. Tout le monde supposait que la jungle y était trop épaisse pour passer. Ils avaient tort. Les Japonais poussaient vite vers cette faiblesse. Hal pouvait voir les sentiments de mouvement, des ombres se faufilant à travers les palmiers. Plus près, plus près. Il s'est tourné pour avertir quelqu'un, mais il n'y avait plus personne près de lui. Les autres s'étaient déplacés vers l'avant pour renforcer le front. Et maintenant, Hal était le seul homme à gauche. Un homme, un fusil, un demi-chargeur et une caisse de munitions coincée qu'il n'avait pas osé toucher. Il pouvait entendre des bottes s'écraser dans le sous-bois, des respirations, des cris, des cliquetis de métal. La lisse tenait pour l'instant, mais s'il contournait le côté, la bouche de Hal s'est asséchée. Il a resserré sa prise sur le couteau. Non pas parce que cela l'aiderait, mais parce que c'était tout ce qu'il avait. Et ils étaient presque là, le couteau et la réaction en chaîne. Tout se terminait en moins de 90 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que le monde entier change. Pour que la jungle passe d'un silence inquiétant au bord de l'enfer. Pour Hal Mercer, ces 90 secondes se sont étirées au ralenti. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque frémissement d'une feuille est devenu une décision. Et pour la première fois dans cette guerre, il n'y avait plus personne pour prendre la responsabilité, à part lui. Le flanc gauche était largement ouvert, et il était le seul à s'y tenir. Les premières formes sont apparues à travers les arbres, des ombres d'abord, vacillant dans la faible lumière de la lune, mais devenant plus solides à chaque pas. Ils ne rampaient pas comme des éclaireurs. Ils ne s'arrêtaient pas pour vérifier leur chemin. Ces hommes chargeaient. Ils étaient maintenant assez proches pour que Hal puisse entendre leurs pieds marteler le sol de la jungle, entendre le frottement de l'acier contre le bambou alors que les baïonnettes coupaient le feuillage pour se frayer un chemin. Il a tiré une fois. Son premier tir a manqué de peu. Le second a touché une silhouette à la poitrine, mais l'homme a continué à courir, porté par son élan ou sa folie. Hal a essayé une troisième fois. Bloqué. Le verrou s'est coincé à mi-chemin. Il a tiré, a juré à voix basse, et s'est baissé, cherchant à tâtons autre chose qu'il pourrait utiliser. Mais il n'y avait rien. Son M1 était vide. Son arme de poing, on ne lui en avait jamais donné. Tout ce qu'il avait maintenant, c'était le même outil qu'il avait utilisé pour trancher des pommes de terre ce matin-là, un couteau de cuisine. Il le serra fort. Non pas parce qu'il pensait que cela le sauverait, mais parce que lorsqu'on est sur le point de mourir, on s'accroche à la dernière chose qui rappelle le contrôle. Autour de lui, le camp explosait dans un chaos de feu et d'acier. Les mitrailleuses de calibre .30 le long du périmètre principal se sont mises à cracher. Des traceurs ont filé à travers les arbres, rougeoyants, traçant des chemins déchiquetés dans l'obscurité. Quelqu'un criait des ordres près de la ligne de front. Un autre criait pour plus de munitions. Ailleurs, un homme a crié de douleur. Mais ici, sur le flanc, il n'y avait que Hal. Les autres s'étaient avancés, supposant que la jungle de ce côté était trop dense pour être franchie. Mais ils n'avaient pas compté sur le désespoir. Ils n'avaient pas compté sur des hommes prêts à se frayer un chemin à travers des buissons épineux et de la boue juste pour enfoncer une baïonnette dans la chair américaine. Hal pouvait à nouveau sentir le sol trembler. Pas à cause de l'artillerie. C'était différent. C'était le genre de grondement qui provenait de dizaines de bottes frappant le sol presque à l'unisson. Une débandade de muscles et de folie alimentée par la pure conviction que la mort était préférable à la reddition. Puis vint le cri « Banzé !» Non pas une voix, mais plusieurs, tout en même temps. Un cri guttural qui ressemblait moins à un cri de guerre qu'à une prière finale criée dans le vide. Ils étaient là. Hal s'est accroupi derrière un tronc d'arbre tombé, la sueur coulant dans ses yeux, la bouche sèche, le cœur battant comme un piston. Il pouvait sentir la cordite, le sang, la peur. Puis il l'a revue. La caisse, coincée contre la paroi du fossé, toujours à moitié enterrée dans la terre, fissurée juste assez pour exposer les ceintures tordues de cartouches de calibre .50 liées. Le fusible, toujours visible, terne et humide de l'humidité de la jungle. C'est là que ça l'a frappé. Pas un plan, pas une tactique, une réaction. Il ne s'agissait pas de sauver le flanc. Il ne s'agissait même pas de survivre. Il s'agissait de faire quelque chose, n'importe quoi, avant qu'il ne l'atteigne. Ses doigts se sont resserrés autour du couteau. Ses yeux se sont rétrécis.
Sa respiration s'est ralentie. À ce moment-là, Hal Mercer, cuisinier de 2e classe, personnel non combattant, s'est légèrement relevé de sa cachette. Pas assez pour exposer tout son corps, juste assez pour obtenir un angle net. À 10 mètres de là, un soldat a surgi du sous-bois, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, la baïonnette levée. Derrière lui, 3 autres, peut-être 4. Pas le temps de compter. Hal n'a pas visé. Il a visé la caisse. Le couteau a quitté sa main sans élégance. Il n'a pas tourné parfaitement. Il n'a pas sifflé. Il a tourbillonné comme une clé à molette jetée. Il n'était pas aiguisé. Il avait été émoussé par des mois d'ouverture de boîtes de conserve et de coupes de toile de jute. Mais le poids était juste ce qu'il fallait. Il a frappé. Non pas avec force, non pas avec fanfare, mais avec juste assez. La lame a frappé le fusible à pression exposé. Il n'y a pas eu de son au début, juste un clic métallique sec, suivi d'une demi-seconde de silence si profond qu'il a résonné. Et puis la jungle a explosé. La caisse a explosé dans un coup de tonnerre de feu et d'éclats d'obus. Des bandes de munitions se sont enflammées en une réaction en chaîne, des cartouches se déchargeant dans toutes les directions. Certaines ont volé droit dans les arbres, cassant des branches comme des cure-dents. D'autres ont ricoché sur la roche et le métal, traçant des lignes enflammées à travers le sous-bois. Un baril de carburant voisin, oublié, niché dans un trou de ravitaillement, a pris le bord de l'explosion et s'est enflammé. La flamme a jailli vers l'extérieur dans un éclair orange maladif. La jungle s'est illuminée comme en plein midi. Les soldats ennemis ont crié, certains de douleur, d'autres de choc. Les plus proches ont été instantanément déchiquetés. D'autres ont reculé en titubant, aveuglés, assourdis, projetés à plat par l'onde de choc. Le flanc gauche, il y a quelques instants un ventre mou, était maintenant un mur fumant de flammes, de cendres et de bruit. De la ligne principale, les artilleurs américains ont fait une pause d'une demi-seconde, ne sachant pas s'ils assistaient à une explosion ennemie ou à un tir ami. Puis, voyant la char se briser, ils ont redoublé d'efforts. Toutes les armes disponibles ont ouvert le feu, les fusils ont claqué, les Browning ont crépité, les mortiers ont fait un bruit sourd et la char s'est effondrée. Aucun ordre n'a été donné, aucune sonnerie de clairon n'a retenti, mais l'élan était parti. La formation s'était brisée. Certains des attaquants ont fui, d'autres sont tombés, d'autres se sont figés sur place. Pour la première fois cette nuit-là, Hal s'est permis de respirer. Il s'est laissé tomber derrière le tronc d'arbre, les poumons brûlants, les oreilles bourdonnantes, les mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine les desserrer. Son couteau parti, son arme inutile, son corps entier, d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas bougé pendant un long moment. Il est juste resté là, le visage dans la terre, écoutant le son de la charge qui mourait au loin. Puis est venu le calme. Non pas la paix, juste l'absence. Le genre de silence qui suit la terreur. Le son de la mort décidant qu'elle avait assez pris pour une nuit. Il n'a pas pensé à ce qu'il avait fait. Il ne l'a pas traité. Il a juste existé. Vivant. Hal ne se sentait pas comme un héros. Ne se sentait comme rien. Mais de l'autre côté de cette crête de la jungle, des hommes étaient encore en vie. Des hommes qui ne sauraient jamais à quel point ils avaient été proches d'être submergés. Des hommes qui raconteraient un jour des histoires de cette nuit et de l'explosion mystérieuse qui a sauvé leur ligne. Et peut-être que l'un d'eux se souviendrait du cuisinier. Celui à la voix calme. Celui qui vous donnait toujours un supplément de café. Celui qui, lorsque le monde était en feu, a ramassé un couteau de cuisine et l'a jeté comme si cela avait de l'importance. Parce que c'en avait. Et cela a tout changé. Le soleil s'est levé trop vite le lendemain matin. Il le faisait toujours après des nuits comme ça. Quand le temps semblait se plier, s'étirer et s'effondrer d'un seul coup. Quand l'aube ne ressemblait pas à un nouveau jour, mais à la lente découverte d'un champ de bataille que l'on espérait ne pas avoir à voir. La fumée planait encore bas au-dessus de la cime des arbres. La jungle crépitait de braises mourantes. Des douilles jonchaient le sol comme des confettis. Après un défilé que personne n'avait voulu. Les hommes sont sortis des trous de renard un par un, clignant des yeux, toussant, comptant les têtes. Certains manquaient. Certains étaient silencieux. Certains fixaient simplement la lisière des arbres comme si elle pouvait reprendre vie. Mais la ligne avait tenu. Contre toute attente, contre le chaos, la charge et la confusion, ils avaient tenu. Un caporal du peloton de Hal fut le premier à parcourir le flanc. Il avança prudemment, le fusil prêt, s'attendant à trouver des corps, peut-être ses propres camarades, peut-être des ennemis. Mais ce qu'il trouva à la place fut un rayon d'explosion. Des arbres calcinés, des rondins éclatés, un cratère peu profond là où la caisse avait été. Personne n'avait posé de charge là. Personne n'avait demandé de tir de mortier. Alors,
Que diable s'était-il passé? Plus tard, après que les patrouilles eurent confirmé que la zone était dégagée, un lieutenant est descendu pour enquêter. Il s'est accroupi à côté de la parcelle de terrain brûlé et s'est gratté le menton. Les munitions ont dû exploser, a-t-il dit. Malchance pour lui, bonne chance pour nous. Personne n'a discuté, mais quelques hommes, juste quelques-uns, se sont tournés vers Al. Ils l'avaient vu dans ces dernières secondes. L'avaient vu accroupi à côté de la caisse, avait vu quelque chose quitter sa main. Peut-être une pierre, peut-être un outil, peut-être quelque chose de plus. Mais Al n'a pas dit un mot. Il était assis contre un mur de sacs de sable, les bottes boueuses, les manches retroussées, les yeux rivés au sol. Ses mains étaient brûlées. De petites coupures dues à des débris volants, des brûlures de poudre sur les articulations. Rien de grave, mais assez pour piquer. Un soldat est passé et s'est arrêté. « Ça va, merci ?» a-t-il demandé. Al a hoché lentement la tête. « Ouais, juste content que ce soit fini. » Le soldat a fait une pause, puis a ajouté « J'ai entendu dire que quelqu'un a fait sauter sa caisse juste à temps. » Al n'a pas répondu. Il a juste ramassé la louche cabossée à ses pieds et l'a retournée dans sa paume. L'après-midi, il était de retour à la tente de messe, remuant des œufs en poudre, chauffant du spam, essuyant la scie des casseroles comme si de rien n'était. Parce que dans son esprit, rien ne s'était passé. Il n'avait pas pris position. Il n'avait pas donné un coup de poing héroïque au visage de la mort. Il avait réagi. Il avait vu un choix, vivre ou mourir, et l'avait fait sans réfléchir. C'était tout. Il n'y a pas eu de médaille distribuée, pas de rapport rédigé, pas de photo prise. La version officielle de la nuit listerait l'incident comme détonation de munitions ennemies due au stress du combat. Et Al, saluez-les. Laissez les officiers discuter de tactique. Laissez les historiens écrire leurs cartes. Laissez les politiciens envoyer des télégrammes à la maison. Il avait des hommes à nourrir. Et ainsi, alors que le soleil se couchait derrière la crête, Almercé remuait des haricots pour les survivants de la charge Banzé qu'il avait arrêtés. Pas de discours, pas d'applaudissements, juste le dîner. Et pour un cuisinier, c'était plus que suffisant. La guerre a pris fin, comme toutes les guerres, non pas avec certitude, mais avec silence. Un jour, il y avait des batailles. Le lendemain, il y avait des ordres de cesser le feu. Puis sont venus les navires de transport, les papiers de démobilisation, les files d'attente sur les quais. Almercé a fait son sac comme tout le monde, a rendu son fusil et est descendu de la passerelle sur un pays qui se reconnaissait à peine. Il n'a pas beaucoup parlé de ce qui s'est passé. Pas à ses parents, pas à ses amis, pas même aux gars qui étaient là avec lui sur cette île. Ils en avaient assez vu. Les mots ne faisaient qu'étirer les choses. Il est rentré chez lui dans l'Ohio et a fait ce qu'il avait toujours prévu de faire. Il a ouvert un restaurant. Le Mercedes Grill n'était pas luxueux. Il se trouvait à un coin tranquille entre un magasin d'aliments pour animaux et une quincaillerie. 6 banquettes, 8 tabourets de comptoir et un menu à la craie qui ne changeait pas beaucoup. Des crêpes le matin, du pain de viande à midi, de la tarte le soir. Mais les gens venaient non seulement pour la nourriture, mais pour Al. Il était le même que toujours. Silencieux, stable, le genre d'homme qui se souvenait de votre commande habituelle, versait du café sans qu'on le lui demande, et souriait comme s'il le pensait. Des vétérans sont également venus, certains locaux, d'autres de passage. Ils ne parlaient pas non plus de la guerre. Mais parfois, il se faisait un signe de tête de l'autre côté de la pièce, et c'était suffisant. Il a épousé une institutrice, a élevé 2 garçons, leur a appris à tenir une spatule et à traiter les gens correctement. Chaque 4 juillet, il accrochait un drapeau à la fenêtre du restaurant. Chaque jour des vétérans, il fermait tôt et rentrait chez lui. Pendant 40 ans, il n'a jamais mentionné ce qui s'est passé sur cette île jusqu'à un après-midi où un homme en veste de cuir usé est entré et a commandé un café noir. Elle l'a reconnu avant même que l'homme ne parle. Il ne s'était pas vu depuis 1945, mais le temps a une façon de figer certains visages. Ils ont parlé tranquillement, comme des hommes qui avaient vieilli sans s'adoucir. L'homme avait 2 doigts en moins à la main droite. « Tu nous as sauvé la mise cette nuit-là » a-t-il dit simplement. Elle n'a pas répondu. Il a juste essuyé le comptoir, a versé une autre tasse et l'a posée. « Tu l'as dit à quelqu'un » Elle secoua la tête. « Pourquoi pas » Il réfléchit longuement. Puis, parce que ce n'était pas à propos de moi. L'homme sourit. « C'est pour ça ?» Ils ne se reparlèrent plus jamais. Des années plus tard, après la mort de Al, ses fils, en nettoyant le grenier, ont trouvé le couteau enveloppé dans une toile, rouillé, émoussé, toujours marqué par la chaleur et les éclats d'obus. Ce n'était pas une arme, pas une relique, juste un couteau de cuisine. Il n'y avait pas de plaque, pas de lettres, pas d'histoire jointe.
Juste un morceau de papier plié avec 4 mots écrits de la main de Al. Fais la prochaine bonne chose. C'était Al Mercer. Il n'avait pas besoin de médaille. Il ne voulait pas de monument. Il a juste fait ce qu'il fallait faire au moment le plus important. Puis, comme beaucoup de sa génération, il est rentré chez lui, a vécu tranquillement et ne s'est jamais appelé un héros une seule fois. Mais ceux qui ont vécu grâce à lui savaient mieux.